On vient d'arriver chez Overcam et on est prêt à apprendre des tonnes de trucs sur les opérations de drone avec Patrice Savard. Bienvenue à Près de chez soi. Bien, bonjour, Monsieur Patrice Savard. Bonjour, mademoiselle. Merci de nous accueillir ici. Qu'est-ce qu'Overcam? Bon, en fait, Overcam, c'est... à la base, on est un exploitant de drones au niveau commercial. Donc, c'est sûr que dit comme ça paraît un peu... Ça définit pas un peu l'entreprise. Par contre, au niveau de l'exploitation de drones, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre des prestations de services techniques à partir de drones. Donc, il y a plusieurs branches de services qu'on a développées au fil des années. Des services techniques. Donc, c'est un peu ce qu'on fait pour résumer, parce que c'est très, très technique, c'est très pointu. Mais c'est un peu la définition là, des opérations de la compagnie. Comment c'est né cet amour-là pour les drones? Bon, en fait, c'est démarré avec une simple question de mon associé qui m'a dit un jour, en 2014, si je me rappelle bien, il m'a dit « Patrice, j'ai vu un drone à la télé. » J'ai dit « Moi, j'ai des bleuetières. » Lui, il dit « Moi, j'ai des bleuetières. » Il dit « J'aimerais ça voir si on pourrait faire de quoi. » Fait que j'ai dit « Écoute, moi, quelques jours, j'ai dû faire quelques recherches, puis je te reviens avec des infos. » Au bout de 3 jours, je suis retourné le voir, puis je dis « Regarde, c'est quand même intéressant, ça fait ça. Après moi... Là, il me regarde et il dit Patrice, il dit, on se porte-tu une compagnie de drones? Une compagnie de drones. Ben, je dis écoute, ça a beaucoup de potentiel. J'ai dit donne-moi une semaine de plus. J'ai dit je vais essayer de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se fait. Puis au bout d'une semaine, je suis allé m'asseoir avec, puis j'ai dit Guy, t'as ton gars pour partir une compagnie de drones. Fait que ça a commencé comme ça. Ni lui ni moi on connaissait ça. Moi, je suis issu du domaine de l'informatique, donc j'avais un background au niveau technologie de l'information. J'ai travaillé dans plusieurs domaines aussi différents et connexes. Là. Fait que j'avais quand même un bon bagage. Puis on a démarré ça de rien, sans aucun modèle d'affaires parce que ça n'existait pas. Et puis tout ce que j'avais comme modèle ou comme exemple, c'était les compagnies en Europe qui opéraient déjà depuis quelques années là, au plan commercial puis qui utilisaient les drones comme des outils de travail. OK, comment vous avez appris justement à monter tout ça? C'était en les regardant comment ça allait, puis vous avez été par déduction? Ou... En me servant de mes aptitudes. Okay. Mes connaissances de base que j'avais. Et ça a été énormément de lecture parce qu'il y a le drone, oui, mais il y a tout l'aspect réglementaire au niveau de Transport Canada. Nous, quand on fait voler un drone, c'est toujours sous un certificat d'opération aérienne spécialisé. Fait que notre compagnie, Overcam, est structurée comme une compagnie d'aviation privée. Donc, j'ai des assurances aéronautiques, j'ai ce qu'on appelle un manuel des opérations avec une pile de procédures d'opération normalisées, procédures d'urgence, c'est vraiment énormément de paperasse. Fait qu'en parallèle, ça a été l'acquisition de connaissances, le développement, disons, de connaissances au niveau des drones, de ce que ça peut faire, les charges utiles, l'intégration, la programmation, l'assemblage, le choix des composants, et en même temps de lire, de m'auto-former finalement à l'aéronautique, parce que je n'étais pas un pilote, mais je devais parler le langage des pilotes pour pouvoir faire autoriser mon entreprise. Et puis, ça a été comme ça que ça a monté tranquillement. Mais au niveau technique, j'avais un bon bagage en informatique. Et j'avais travaillé un petit peu, j'avais déjà touché à la géomatique, cartographie, j'avais déjà des bases. Mais ça a été une longue phase d'acquisition avec énormément d'heures en arrière de ça. Donc, un drone, ça fait quel service? Ça peut faire quoi en général? C'est quel service vous donnez aux gens, en fait? Le drone, c'est une plateforme d'acquisition de données. Okay? Utiliser un drone, faire voler un drone aujourd'hui, c'est plus compliqué. Okay? Ça s'est démocratisé beaucoup d'ailleurs, plusieurs entreprises qui l'utilisent. Les services que nous, on a développés, entre autres, on travaille beaucoup pour des entreprises comme Produits forestiers résolus, Rio Tinto, Arbec, Westrock, Kruger, Domtar aussi. J'en passe quelques-uns, c'est les principaux, où on va faire des services d'acquisition de données pour des fins de calcul volumétrique, donc d'inventaire. On fait les suivis des stocks dans les cours d'usine. Biomasse Copo, on a développé une expertise dans ce domaine-là chez Overcam. On va faire beaucoup de cartographie en foresterie aussi. On a développé des techniques de travail, faire des inventaires CPRS en foresterie, donc où à la place d'envoyer
des gars sur le terrain pendant des jours et des jours. Bon, on envoie le drone une journée, puis les gens, nos clients, travaillent au bureau 3 jours au lieu d'envoyer les gens 2 semaines, là, prendre des parcelles d'inventaire. Ça, c'en est quelques exemples. On inspecte beaucoup d'infrastructures pour Rio Tinto, la division énergie électrique, donc les barrages, entre autres les parois rocheuses. On fait beaucoup de cartographie aussi pour ces usines-là. Ça, entre autres. C'est dans ces secteurs-là qu'on s'est spécialisé. En 2016, on a inspecté 1200 pales d'éoliennes pour l'entreprise Senvion sur 2 parcs, un en Gaspésie et un en Beauce. C'est un peu le genre de service que nous, on a développé. Évidemment, il y a tout plein d'autres choses qu'on peut faire avec des drones, mais c'est ce que nous, on a développé, là, étant donné qu'on est quand même en région. On a ciblé beaucoup les entreprises qui travaillent avec les ressources, on va dire premières, comme la foresterie, le minerai, etc. Est-ce que vous les louez ou vous les vendez, ces drones-là? Non, pas du tout. Overcam ne fait pas de commerce de détail. On est vraiment un exploitant. Quand je dis exploitant, c'est le terme aéronautique, mais on est un opérateur commercial. Le drone qu'on voit, entre autres en arrière ici, c'est une plateforme qui a été complètement assemblée chez Overcam, qui a été développée sur mesure pour nos opérations à nous. Donc, on prend l'appareil, on s'assure qu'il réponde à nos besoins. On va intégrer les capteurs optiques dont on a besoin ou dont le client a besoin. Ça arrive qu'on va adapter des appareils qui vont être spécifiques pour répondre à une demande bien précise d'un client. À titre d'exemple, cet hiver, on est allé dans une voûte d'amener sous la centrale Chute-à-Caron pour inspecter l'arrivée d'eau, la conduite d'arrivée d'eau. Donc, on avait un drone sous des mètres d'eau dans une noirceur totale. On a développé un drone sur mesure. C'était des tests. Donc, on a fait ça pour l'entreprise Rio Tinto. Est-ce qu'on pourrait voir comment ça marche? Oui, je peux vous montrer quelques composants. Okay. Alors, la SADC Maria-Chapdelaine a comme mission d'accroître et de favoriser le développement économique sur l'ensemble du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Pour ce faire, on va œuvrer là, dans 2 grands axes d'activité. Le premier, c'est le soutien aux entrepreneurs, le soutien aux projets de création d'entreprises, acquisition, tout ça. Alors, on a des programmations spécifiquement pour ça, du financement, de l'aide technique, de l'accompagnement pour ces entrepreneurs-là. Et on a également un autre axe d'intervention qui est tout le développement économique local qu'on va venir soutenir, initier des projets, soutenir des projets avec des partenaires, des projets qui peuvent être de toute nature, développement touristique, industriel, accroître les informations, les données pour travailler des projets en amont également qui peuvent être aidés par la SADC. Entre autres, là-dedans, on a quelque chose à long terme qu'on travaille, c'est tout le développement de l'innovation sur le territoire. On a commencé à travailler depuis quelques années. Que j'invite, dans le fond, que ce soit les entrepreneurs, les OBNL, après ça, les municipalités, tous ceux qui ont des projets de nature développement économique sur le territoire, à nous contacter. Si je vous montre finalement les composants principaux d'un drone, je vais faire comme une introduction à une formation spécifique, parce que les opérateurs chez nous sont formés avec notre programme de formation à l'interne. Donc, quand on regarde un drone comme ça, présentement, il nous manque évidemment les hélices, on les voit sur le gros appareil. Quand je parle de capteur optique, on va parler d'une caméra, soit RGB couleur standard, multispectrale 5 bandes, thermographie, donc capteur thermique. Ondes longues, ondes courtes, etc. J'en passe. On a fait voler tout plein de capteurs, là, surtout dans nos débuts. Là. Donc, la charge utile, c'est ça ici, qui est opérée par un deuxième opérateur qui va s'occuper d'avoir les bons cadrages en inspection pour notre client. On a pas mal tout le temps une antenne visible sur un drone, c'est l'antenne GPS. C'est ce qui permet au drone de se positionner dans l'espace. Dans ce cas-là, on a une antenne, on a 12 appareils où on a une redondance. On peut avoir jusqu'à 3 antennes GPS par sécurité. Je vais vous montrer un petit peu en dessous comment ça se passe. Donc, vous voyez absolument rien en dessous de ça. C'est décevant, hein? Tout le système avionique est à l'intérieur des plaques ici. Donc, le système d'autopilote est à l'intérieur. Tout ce qui est électronique est à l'intérieur des 2 plaques ici, on ne les voit pas. Le boîtier que vous voyez ici, c'est là où on insère la batterie par en arrière. Donc, c'est ça, c'est un petit peu comme ça que les appareils sont assemblés. Vous voyez ici, ce sont les moteurs
où on va installer les hélices. Sur certains appareils, on a des systèmes de détection collision-évitement, donc qui empêchent le drone d'aller percuter des objets. C'est assez commun aujourd'hui. On peut acheter un drone au détail et puis c'est équipé de base, un équipement de série pratiquement maintenant. C'est sûr que si je vais dans ça, on n'en verra pas beaucoup plus. Mais ça veut-tu dire qu'il y a déjà un parcours préétabli dedans? Oui, exactement, c'est très pertinent comme question. Quand on travaille, quand on fait le genre de prestation de service que nous, on offre à nos clients, quand je parle de tout ce qui est acquisition de données de type cartographie ou topographique, tous les plans de vol sont programmés en avance. Donc, moi, ici au bureau, en planification des opérations, je m'assure d'avoir bien compris les besoins du client. Je vais programmer le plan de vol. L'opérateur, une fois sur le terrain, lui, tout ce qu'il a à faire, part avec son équipement, avec sa station de contrôle, finalement, il va ouvrir le bon client. Il exécute le plan de vol, s'assure que les données sont correctes, puis il revient au bureau. Puis c'est là que ça se passe. Le gros de la job, c'est au bureau. Sur le terrain, maintenant, aujourd'hui, l'appareil, l'opérateur, il appuie sur un piton, il surveille tous ses systèmes. Puis la plupart du temps, il ne retouche même pas à la télécommande parce que l'appareil fait ce qu'il a à faire tout seul de façon automatique. Fait qu'il y a une télécommande au cas où qu'il se passe quelque chose, mais de base, il devrait s'en sortir seul. Ah oui, exactement. De toute façon, le contrôle est obligatoire, dans le sens qu'il faut être prêt à toute procédure d'urgence. Bon, la base de ma formation est montée en ce sens-là. Mes opérateurs doivent être en mesure de gérer la totalité des urgences potentielles par rapport au type de travail qu'ils vont aller faire. Donc, si, je vais vous donner un exemple assez classique, on est en opération à 100 mètres sol pour une opération de type cartographie, puis il y a un hélicoptère qui arrive à peu près à la même hauteur, 100, 120 mètres, donc 400, 500 pieds. On doit faire une interruption de vol parce qu'en aéronautique, la loi nous oblige, nous, à céder le passage aux appareils habités. Donc, de dire au drone, aller programmer, non, c'est trop long. Donc, ça prend vraiment l'intervention de l'opérateur. Donc, oui, aujourd'hui, c'est plus facile pour nos opérateurs parce que tout s'est développé, tout s'est amélioré. Mais par contre, tous mes opérateurs sont des pilotes. Les deux termes, on peut faire une petite distinction, une légère distinction entre les deux termes, mais tous mes opérateurs savent piloter. Puis quand je parle de savoir piloter, c'est de savoir réagir lors des situations d'urgence. C'est primordial. Jusqu'où ils peuvent se rendre loin de la télécommande? Est-ce qu'il y a une limite? Oui, la limite, c'est la portée radio de l'appareil. Donc, on a des appareils qui ont un potentiel de plusieurs milliers de mètres, mais la réglementation nous oblige à opérer à portée visuelle. Donc, la limite, c'est défini en fonction des conditions atmosphériques de la journée. Parce que des fois, on voit plus loin que d'autres journées. Mais en règle générale, on est toujours en portée visuelle avec nos appareils. Donc, la zone de décollage est toujours située en fonction de la zone à couvrir avec le drone. OK. Ici, c'est en forêt. Est-ce que c'est les mêmes normes? C'est les mêmes normes partout au Canada, exactement. C'est ça. Il y a des opérations spéciales où on peut demander une autorisation d'opérer avec une distance un peu plus... Mais il y a des procédures de travail spécifiques qu'on va définir. Travailler en relais d'observateur, etc. Mais c'est ça, oui. Qu'on soit en forêt ou c'est des zones non habitées où le risque est très, très faible, Transport Canada est strict et clair là-dessus, c'est portée visuelle en tout temps. Est-ce qu'on pourrait voir comment vous programmez ça? Oui, je peux vous montrer un exemple. La SADC, on a, oui, un volet de soutien aux entreprises, mais aussi on a un volet de développement local. C'est qu'on accompagne les organisations de développement économique du territoire, ainsi que les municipalités, dans la planification et la réalisation de leurs projets, donc pour répondre aux enjeux locaux. Ensuite de ça, on participe aussi à l'organisation d'événements sur le territoire là, pour favoriser le développement de la collectivité. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui?
il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! De la façon qu'on vient programmer ça, ici, tu as le contrôle de l'opérateur. Donc, ce qu'on appelle, nous, le lien C2, qui est le lien de commande. Et puis, on a le retour vidéo aussi en temps réel là-dessus. Mais quand on fait des missions de cartographie, c'est vraiment des logiciels plus spécialisés. Quand on fait un plan de vol, finalement, on vient définir certains paramètres dont on a besoin pour avoir un livrable de qualité pour notre client. Une fois que le plan de vol est fait, comme tu vois ici, on voit les traces du drone, qui sont celles-ci. Et puis, ce que l'opérateur fait, une fois que le drone est branché, il a tout fait ses vérifications, sécurisé sa zone de décollage. Il va appuyer sur le piton de commande ici qui va faire démarrer, va décoller le drone. Le drone va effectuer son plan de vol. Il va revenir atterrir à la même place, à quelques centimètres près de sa zone de décollage. Donc, pendant son trajet, l'opérateur, lui, est en charge de surveiller l'espace aérien. Donc, on a des procédures de travail qui viennent définir ça. C'est toujours la sécurité. Notre enjeu, c'est la sécurité. C'est, en fait, opérer des drones ou gérer une entreprise de drones, c'est gérer du risque à la journée longue. Parce que c'est toujours... Oui, le drone, ça fait plein de choses. C'est intéressant. Ça a un aspect wow. Par contre, au bureau, on gère du risque. Moi, j'ai un job de gestion de risque. C'est ce que je fais. J'analyse et je gère le risque. C'est quoi la différence entre les lignes pleines et les lignes pointillées? C'est parce que En fait, en ce moment, le plan de vol que tu vois là, c'est un plan de vol de test qu'on a effectué vendredi dernier. On a testé certains paramètres sur un nouvel appareil. Et puis, on a fait 3 lignes ici qui ont été complétées. Les lignes pointillées, c'est le restant du plan de vol. Donc, si on voulait continuer le plan de vol, c'est exemple, l'opérateur a commencé à voler bien mouillé, il a dû interrompre le vol. Il peut reprendre exactement où il était rendu. Okay. Ouais. Ça va à quelle vitesse un drone? Ça dépend des appareils. Il y a des drones qui vont très très vite. Vous avez sûrement déjà vu maintenant, c'est assez populaire, il y a des courses de drones qu'on voit avec Red Bull et autres ligues. Sans trop m'avancer, je crois qu'ils sont capables d'avoir des vitesses de pointe là, allant jusqu'à 100-110 km/h. C'est pas le cas de nos appareils, évidemment. Nous, on travaille avec ça. En moyenne, nos appareils vont se déplacer entre 5 et 7-8 mètres secondes. OK, ça prend à peu près combien de temps faire un parcours normal environ? Ouais, c'est sûr que la normalité, pour nous, ça n'existe comme pas, parce que chaque terrain, chaque job est différent. Un plan de vol standard, là, on va voler normalement, là, ça peut varier entre 8 et 17 minutes, ou ça peut aller jusqu'à des heures de vol. Ce drone-là a une autonomie standard de vol d'environ 17 minutes. Donc, je peux le faire voler pendant 2 heures de temps. Okay. Il va passer sa batterie, il va revenir, on change la batterie, il continue, comme dans le cas de ce plan de vol-là. Il va continuer où il est rendu. C'est qu'une question de batterie. Cet appareil-là a une autonomie d'1 heure. Donc, il peut rester 1 heure dans les airs. Mais on voit là, que c'est pas le même appareil non plus. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, lui, au moment qu'il va partir, sur l'écran-là, on va voir le parcours, voir exactement ce qu'il voit en temps réel. On voit tout en temps réel. C'est le lien télémétrique. Donc, toutes nos données. En fait, quand on regarde notre station de contrôle, une des tâches de l'opérateur, c'est évidemment de surveiller la télémétrie. Donc, il faut comprendre que le drone, c'est un système. Donc, c'est un appareil qui a des composants avioniques, qui a des composants électroniques. C'est souvent la raison pourquoi les gens s'achètent des drones pour s'amuser et disent « je l'ai perdu, il a tombé ». C'est sûr, c'est une autonomie de 20 minutes, puis tu es en forêt à ton camp de chasse, puis tu décides d'aller voir ta tour de chasse qui est à quelques kilomètres, puis ça te prend 12 minutes de te rendre, puis ton autonomie est de 20 minutes. Vous avez déjà fait le calcul, il y a un 4 minutes où on n'a plus de batterie. Là. Puis là, ben, la personne s'en va prendre des photos, alors, je vais revenir tranquillement, le système te dit il te reste tant de minutes de vol, il te reste tant de minutes, ben, tu es en alarme, il te reste 2 minutes pour te revenir, mettons 2 minutes, tu n'es pas à 2 minutes, tu es encore à 10 minutes. Le monde, c'est toujours un problème de...
peut-être de lire le manuel d'opération déjà qui est fourni par le fabricant, mais c'est ça, c'est un système. Donc, il faut comprendre qu'on a des compas, on a des GPS, on a des centrales inertielles. Tous ces composants-là sont affectés de façon ou d'une autre par l'environnement. Donc, si on parle d'un compas, tout ce qui est métallique, champ magnétique, ça cause beaucoup de problèmes. Au début de l'opération de drone, les premiers drones qu'on avait, les compas étaient excessivement sensibles. C'était très difficile là, à ce niveau-là. Juste de poser le drone près d'une bouche d'égout qui est en fer, ben, ça affectait le compas. Et quand les gens ne le savaient pas, le drone décollait. Puis la première chose qu'il faisait après une couple de secondes, c'est que le drone, ce qu'on appelle un flip-over, donc il culbutait puis c'était un crash automatique. C'était sans équivoque. Les GPS sont affectés par les tempêtes géomagnétiques. Il faut ça. On a un Bataclan de choses à vérifier avant de dire je pèse sur le piton. J'imagine que quand vous avez débuté, vous n'étiez pas au courant de tout ça. Oui, j'étais au courant de tout ça parce que comme j'ai expliqué, c'est ça, la lecture, l'acquisition, puis toutes les procédures de travail sont là pour ça. Donc, quand mon opérateur part, il doit suivre des procédures strictes. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, on a des procédures d'opération standards, donc c'est standardisé pour la compagnie. Puis on a des procédures spécifiques pour certaines tâches. Donc, au moment qu'il est au vol, on contrôle quoi avec ces deux petits manches-là? Bon, en fait, c'est ça. La télécommande, en fait, va contrôler le drone. Ça, c'est ce qu'on appelle du pilotage assisté par le système. Donc, gauche, droite, en avant, en arrière, rotation, c'est ça. Est-ce qu'on peut contrôler la caméra également? Oui, la caméra, c'est le même principe. On a un deuxième... excusez. Chargeur de batterie. Oui, on a un deuxième télécommande qui est identique avec un écran comme ça ici, sur lequel on reçoit la vidéo de la caméra. Donc, dans certaines, entre autres en inspection d'infrastructure, c'est toujours 2 opérateurs, la plupart du temps. Parce qu'on a l'opérateur qui contrôle le drone, qui maintient le drone en position, et on va utiliser le terme cadreur dans ce cas-là, parce que c'est vraiment du cadrage. Donc, ou le second opérateur de charge utile, il va s'assurer exactement d'aller cadrer exactement les pièces qu'on a besoin d'inspecter. Est-ce que c'est vous qui analysez les vidéos après ou vous les donnez aux employés? Ça dépend du client. Dans certains cas, moi j'ai une équipe multidisciplinaire, donc à l'externe, je travaille avec des spécialistes, des ingénieurs qui peuvent faire le travail d'analyse pour mes clients. Mais dans la plupart des cas, quand on collabore avec une firme d'ingénieurs, ils ont déjà un ingénieur, exemple en structure, qui va analyser les images. Nous, on fournit les images, on fournit la plateforme d'inspection dans laquelle ils peuvent monter le rapport, etc. C'est vraiment une intégration du service finalement. On ne fait pas juste opérer des drones, aller chercher des images. On opère, on va faire l'acquisition de données, on trie, on prépare les données, puis on fournit tout ça. On fournit un livrable intelligent, finalement, dans lequel le client peut travailler dans ces données, mais les exploiter à leur plein potentiel. Si c'est ça le but ultime, ce serait quoi les qualités primordiales d'un drone? En fait, il y en a, mais on en veut toujours plus. Je vais plutôt te répondre en disant cet appareil-là est très récent, mais pratiquement déjà désuet. Ça va très vite. Les qualités ultimes d'un drone, on va y arriver, ça ne sera pas très long. C'est qu'un jour, on va être assis dans le bureau, le drone va être à des kilomètres de nous, va faire son travail de façon complètement automatisée. Les drones sont pratiquement conscients en ce moment de leur environnement. Il y a certains appareils qui sont en développement où il y a un scanner laser, le drone balaye son environnement, il va scanner en 3 dimensions tout son environnement, donc les obstacles, qu'est-ce qu'il peut faire. Ça s'en vient comme ça. Il y a déjà des drones où ils travaillent plusieurs drones en même temps, mais il y a un drone là-dedans qui est le contremaître, puis qui gère le reste de la flotte de drones. Je pense que le but ultime ou les qualités ultimes, c'est la technologie, c'est les demandes. Finalement, c'est la demande au niveau du marché qui va le faire. C'est que les clients, pour une firme d'ingénieurs d'acheter un drone, c'est quand même compliqué de l'opérer, puis le risque, il faut connaître une panoplie de données pour bien opérer. Mais le jour où le drone va tout faire tout seul, ça va être de moins en moins compliqué. On va y arriver, ça sera plus ou moins long, mais c'est là qu'on s'en va. Dans ce coin-là, en fait, tout ce qu'on a, c'est toutes nos pièces, des pièces d'entretien, d'assemblage. C'est finalement un paquet de pièces pour réparer
dans le cas où on a des bris sur les drones, donc des moteurs de rechange, des hélices, des pièces, des tubes en fibre de carbone. On a énormément de pièces électroniques là, dans ces étagères-là. Est-ce que vous réparez juste vos modèles ou vous réparez d'autres modèles? Par exemple, quelqu'un arrive avec son drone. Ceux qu'on a vendus à des clients, donc des appareils sur mesure, on va faire les maintenances annuelles ou les maintenances post-crash. Okay. On fait ça. Mais non, j'en fais pas pour les autres. On répare pas tous les types d'appareils. En fait, au niveau réglementaire, l'appareil doit faire l'objet de maintenance autorisée par le fabricant. C'est sûr que monsieur, madame, tout le monde qui s'agit d'un drone, qui le brise, ça arrive à quelques occasions qu'on va effectuer des réparations. Mais c'est pas, disons que c'est pas dans nos, dans nos services là. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait visiter Overcam. Et pour nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici dans nos bureaux. On fait beaucoup d'aide technique. On peut aider au montage financier, à la recherche de financement. On peut également faire de l'accompagnement au niveau de la planification, marketing et de la commercialisation. On fait aussi du soutien dans l'analyse de la situation financière de l'entreprise. On peut également faire de la recherche de partenaires stratégiques et tout autre service personnalisé ou adapté aux besoins de chacun des clients qui viennent nous rencontrer. Nous, à la SADC, on offre un service d'aide au montage financier. On aide à faire la recherche de financement dans les projets. Quel type de projet? Des projets de démarrage, des projets d'acquisition d'entreprise, des projets aussi de croissance. À la SADC, on a deux fonds principaux et, pour aider à faire à financer nos projets. Il y a un fonds qui est dédié à des personnes de 18 à 39 ans. Donc, on peut aider à compléter des financements d'entreprise.